Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous donc dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble comment et pourquoi investir dans des forêts ou faire appel à des forêts d'investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yasmina Brasseur. Bonjour Yasmina Brasseur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes ingénieur patrimonial au sein de Bred, banque privée. Alors effectivement, l'investissement dans les forêts n'est pas nouveau. Cela se pratique depuis plusieurs années, que ce soit en direct ou via des fonds d'investissement. On va y revenir. Est-ce que vous constatez, dans un contexte de volonté d'intégrer de l'impact dans ces investissements, un attrait particulier pour l'investissement dans les forêts actuellement ? Oui, tout à fait. Donc on le voit que c'est vraiment une demande de nos clients d'investir davantage dans ce type d'actifs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques chiffres. Ouais. Aujourd'hui, les forêts, c'est 33% du territoire français, détenu à 75% par des propriétaires privés. D'accord. En termes de prix médian à l'achat, on est autour de 4 410 € l'hectare. D'accord. Et on a une tranche entre le plus bas, c'est 700 environ, 700 € jusqu'à 13 000. Donc en fonction de la zone géographique, la nature des essences, donc c'est les différentes formes de... Quand on dit essence, d'arbres, effectivement, on parle de type d'arbre, voilà, effectivement. de variété, exactement. Et aujourd'hui, il y a clairement une hausse de ces prix. Il y a une demande, en effet. Et dans un contexte de réchauffement climatique, on peut clairement dire que ça répond à cet objectif parce que tout simplement avoir des actifs forestiers dans son portefeuille, ça contribue à la protection de l'environnement. Donc l'acquisition, l'entretien, l'exploitation et puis l'agrandissement de ces domaines, c'est assez important en termes de réchauffement climatique. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, c'est le principal puits Bien sûr, de carbone ouais. En France. Et donc, ce que vous nous dites, c'est que les prix montent à l'acquisition parce qu'il y a de plus en plus de demandes à l'acquisition et donc, dans ces acquéreurs, des investisseurs finalement. Exactement. Alors après, vous allez avoir deux types d'investisseurs. Vous avez en effet l'investisseur passionné qui va plus s'orienter vers de l'investissement en direct. Donc l'investissement en direct va permettre de jouir du bien, d'avoir des revenus également parce que la coupe du bois peut générer des revenus complémentaires. Donc là, on achète une parcelle de forêt finalement, on l'entretient et ensuite on peut en générer des revenus donc avec la coupe du bois, mais on est... Également, on peut louer. On peut louer, d'accord. La forêt à des chasseurs, tout simplement. S'il y a du gibier sur votre terrain, vous pouvez le louer. Donc ça contribue du coup à avoir des revenus complémentaires. Donc quête de sens dans le cadre d'un réchauffement climatique. Revenus complémentaires avec la vente de bois. D'accord. Également, un moyen de diversifier son patrimoine. Donc là, on va plus s'orienter vers des investisseurs qui souhaitent vraiment varier leurs différents actifs, donc des actifs financiers, des actifs immobiliers, mais également des actifs forestiers. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'en plus, ils sont peu volatiles et c'est décorrélé des marchés financiers. Et en plus de ça, c'est tangible. Donc avec une fluctuation parfois des marchés financiers, on se dit qu'avoir une forêt, là on a une valorisation qui reste stable. D'accord. Oui. Alors après on se demandera effectivement pour quelle raison on y va et à quel moment de sa stratégie de gestion patrimoniale. Mais donc là vous nous avez parlé de l'investissement en direct, de l'acquisition en direct. Ensuite on peut le transformer effectivement en investissement ou non. Mais on peut également passer par des fonds d'investissement spécialisés dans les forêts. Vous pouvez investir dans des fonds. Donc nous on travaille avec des partenaires spécialisés dans ce domaine. L'avantage principal, c'est que vous n'avez pas à l'exploiter, puisque pour avoir certains avantages fiscaux, on en parlera tout à l'heure, donc il y a des conditions d'exploitation, une gestion durable, donc pour éviter une coupe intensive des bois, avoir un mauvais entretien des forêts conduisant parfois malheureusement à des incendies. Et là, donc via des fonds, donc c'est le fonds qui vous êtes tout simplement propriétaire de parts sociales, et le fonds se charge de gérer la forêt, finalement, d'entretenir, de s'occuper de tout ce qui est plantation, reboisement, etc. Assurance également. Assurance également. Et au niveau des valeurs des parts sociales, après, encore une fois, c'est la variété des essences, la zone géographique. C'est vrai qu'il y a certaines zones, donc on a vu, du fait d'un mauvais entretien, il y a eu plus d'incendies. Donc forcément, il faut aussi réfléchir à la zone géographique de vos investissements. Mais c'est clairement un actif à avoir dans son portefeuille, en diversification, pas forcément en actif principal, sauf si vraiment vous êtes passionné, mais en diversification, une fois que vous avez de l'immobilier, jouissance, rendement, des actifs financiers, assurance vie, compte titre PEA, c'est clairement, à mon sens, un investissement quête de sens. Donc dès qu'on cherche finalement à diversifier au-delà des investissements un peu plus traditionnels, la forêt peut arriver effectivement
dans ces catégories de diversification. Sauf que, alors, on n'y va pas pour du rendement élevé. On est aux alentours de quel pourcentage de 2, 2,5 à peu près, ouais. en fonction des types de forêts. On n'y va pas pour du rendement. Après, ça reste quand même un actif qui ne cesse de monter. Bien sûr, vu avec les problèmes énergétiques, on a vraiment une orientation vers le bois. Donc forcément, en termes de rendement, on va avoir des rendements plus intéressants. Après, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a également des avantages Voilà, on y va peut-être plus pour des avantages fiscaux, d'accord. Il y a des avantages fiscaux assez intéressants. Alors, par exemple, lorsque vous faites une acquisition en direct, vous pouvez avoir une réduction d'impôt. D'accord. Qui n'est pas très élevée, c'est 18% du prix d'acquisition. C'est pas plafonné, alors lorsque vous êtes en personne seule, environ 5 700, si je ne me trompe pas. D'accord. Et 11 000 et des poussières, parce que vous êtes en couple. Les travaux forestiers que vous pouvez faire vous-même, vous avez également un crédit d'impôt. Alors, encore une fois, ça ne va pas chercher bien loin. En revanche, c'est vraiment au niveau de l'IFI. Donc, vous savez, l'IFI, vous rentrez tous vos biens immobiliers, vos parts sociales de SCPI, mais également les bois et forêts. Et là, les bois et forêts bénéficient d'une exonération de 75%. D'accord. Vous avez juste à intégrer 25% en base au niveau de votre déclaration IFI. D'accord. Et en contrepartie, vous avez des conditions, bien sûr. L'engagement de conservation, environ 30 ans. La gestion durable, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, respecter la biodiversité, etc. Mais en contrepartie, vous avez quand même cette exonération qui est assez importante. Et ça, de manière indifférenciée, que l'on investisse en direct ou via un fonds d'investissement ? Tout à fait. D'accord. Oui. À partir du moment où le fonds, qui normalement est le cas, respecte toutes ces conditions, vous avez du coup cette exonération. Également en donation, en succession, si vous êtes propriétaire de terrain, de bois et forêts, vous pouvez transmettre avec cette même exonération de 75%. Seuls 25% est taxé au droit de succession ou au droit de donation, à charge pour l'héritier et le donataire à respecter les conditions normales d'exploitation. Notamment les 30 ans de conservation, c'est-à-dire qu'on peut transmettre son engagement à conserver 30 ans à ses héritiers. Oui, et à charge pour les héritiers de conserver. Et enfin, le troisième volet fiscal, on n'entend pas beaucoup parler, c'est que certains fonds sont éligibles à ce qu'on appelle, vous savez, lorsqu'on vend son entreprise et qu'on est sous le bénéfice du report d'imposition, bien sûr, vous avez une obligation de réinvestissement. Ce qu'on appelle l'apport-cession. Exactement. D'accord. Certains fonds sont éligibles, du coup, à ce type de réinvestissement, donc à la condition que ces fonds commercialisent, exploitent vraiment les bois et forêts, que ce soit vraiment une activité commerciale. Et dans ce cas, lorsque vous avez cédé votre entreprise et que vous êtes tenu à 60% de réinvestissement, bois et forêts, certains fonds peuvent répondre du coup à cette Parce condition. qu'on connaît plus l'apport-cession quand on réinvestit dans une autre entreprise et qu'on finalement on alimente l'économie réelle, mais ça vaut également pour l'activité d'exploitation d'une forêt. Exactement, parce que les fonds emploient des salariés, il y a vraiment une activité économique derrière. Et puis, ça reste quand même moins volatile que le private equity, même si c'est quand même important de l'avoir en termes de classe d'actifs, mais ça reste moins volatile. Donc, ça peut en plus répondre à cet objectif de report d'imposition et obligation de réinvestissement. On a évoqué le rendement tout à l'heure, on a évoqué rapidement le sujet des assurances. Derrière, effectivement, il y a cette idée de risque. Où est le risque quand on investit dans des forêts ? Alors effectivement, la valorisation ne bouge pas, mais le risque, c'est peut-être un mauvais entretien de la forêt, les incendies, comme on a pu le voir cet été ? Pas que, il y a aussi les maladies. Si c'est mal entretenu, vous pouvez avoir, je ne suis pas une spécialiste, des petites puces qui peuvent grignoter vos arbres, mais également ceci. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien choisir la zone géographique, d'avoir une assurance. D'autant plus que ce que je vous ai oublié de vous dire, c'est que pour les investisseurs en direct, ils peuvent avoir une réduction d'impôt au titre des cotisations aux assurances. Donc il est très important d'avoir une assurance. Et alors après, ce qui se passe aussi, notamment au niveau de l'exploitation par des fonds, c'est que les fonds, aujourd'hui, sélectionnent les essences en fonction de leur résistance au réchauffement climatique. D'accord. Parce que malheureusement, il y a certains arbres qui brûlent plus facilement que d'autres. Donc, les fonds commencent vraiment, même plusieurs années, à réorienter leur type d'exploitation. Pour en fait, proposer et gérer des forêts plus résistantes, c'est ça, dans les conditions actuelles ? Tout à fait. Donc, voilà. Donc c'est effectivement à prendre en compte. Vous nous avez mentionné tout à l'heure que la forêt, c'est quoi ? C'est 33% du territoire français, ce que vous nous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand un épargnant français, quand il investit dans des forêts, investit seulement dans la forêt française ? Non, les fonds avec qui nous travaillons investissent également dans les forêts au nord de l'Europe. D'accord. Donc vous pouvez aussi investir en Écosse, en Angleterre. Enfin, vous pouvez vraiment, via des fonds, investir sur toute l'Europe si vous le souhaitez. Donc on peut intégrer finalement une diversification dans cet actif diversification de zone géographique. Oui. D'accord. Oui, au même titre que des placements financiers. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans l'investissement en bois et forêt, c'est que vous pouvez, au sein même de votre investissement, diversifier le risque par rapport à la zone géographique. Comme diversifier aussi en termes de variété
variétés d'arbres. Hein, donc, pas obligé d'avoir que du sapin ou que du Douglas. Je ne connais pas tous les arbres non plus, mais voilà, j'en ai cité 2. Mais vous pouvez en plus diversifier dans la nature des arbres. C'est un investissement qui correspond à tout type de profil d'épargnant. Alors, on a effectivement mentionné le moment auquel on peut commencer à penser à intégrer une diversification et donc un investissement en forêt dans son portefeuille finalement ou dans son patrimoine. Est-ce que ça correspond à tout type d'investisseur ou quand même il y a une typologie derrière qui est plus concernée par le sujet ? Pour l'investissement en direct, vu les contraintes d'exploitation, d'entretien, il faut vraiment être passionné. Il faut vouloir y passer du temps finalement. Voilà, exactement, il faut vouloir y passer du temps. Après, il y a toutes ces contraintes quand même, voilà, le réchauffement climatique, le risque d'incendie. Donc, il faut avoir conscience qu'en face, le rendement n'est pas aussi élevé par rapport à toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir. Via des fonds, il y a quand même les obligations de conservation. Donc, ça peut. Alors, investissement en direct, il faut vraiment être passionné. Et ensuite, tous ceux qui ont vraiment envie de donner du sens à leur patrimoine, moi je trouve que c'est vraiment l'investissement à réaliser dans des proportions raisonnables eu égard à l'ensemble du patrimoine. Je ne vais pas vous dire qu'il faut avoir que de la forêt. Bien sûr, non, ça reste de la diversification comme on l'a dit. La diversification. Oui. Les engagements les obligations de conservation sont plutôt assez longues. Donc je ne vais pas dire plutôt fait, mieux c'est. Oui. Mais ça reste quand même, comme je vous disais en introduction, un placement passion, au même titre que l'art, par exemple. Merci beaucoup, Yasmina Brasseur, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial au sein de Bred Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine.